Bienvenue pour cette rencontre qui va ouvrir à deux rencontres autour du prix Galant de la BD, un prix du ministère des Armées qui en est à sa 4e édition et qui récompense 3 albums et leurs auteurs. Et puis la tradition veut que maintenant, à Quai des Bulles, nous débutions les dimanches après-midi autour de ces rencontres. Cette année, ont été remis, donc je vous l'ai dit, 3 prix. Le prix jeunesse, il en a été question vendredi avec Aurore Donte pour son album Ginette Kolinka, récit d'une rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Le grand prix, lui, dont il sera question dans une heure avec ses auteurs, a été remis donc à Reynald Pélissier et Titoine pour photographe de guerre, une histoire qui se déroule durant la guerre d'Espagne et le début de la Seconde Guerre mondiale. Et le prix Histoire, c'est vous qui l'avez obtenu, Serra, pour votre album L'âme au bord des cheveux, dont vous pouvez voir en plus grand sur l'écran la couverture ou sur Internet, puisque je salue également les personnes qui sont avec nous, soit aujourd'hui sur la chaîne YouTube du festival, soit quand vous le voulez, puisque cette rencontre est aussi podcastable ou regardable ou visionnable quand vous le souhaitez. Dans vos albums, Serra, vous racontez le Cambodge où vous êtes né et le génocide perpétré par les Khmers rouges qui vous en a fait partir en 1975 pour la France lorsque vous aviez 14 ans avec votre mère française, votre frère et votre sœur, mais pas votre père cambodgien, resté lui sur place faute d'autorisation de la part de la France. Et beaucoup de vos bandes dessinées reviennent sur cette histoire, interrogeant la mémoire, votre mémoire et votre relation et à ce pays, le Cambodge, et au génocide, et à la France en raison de ce qui est arrivé à votre père. Vous l'avez fait en grande partie dans une trilogie composée d'Un passé rouge, L'eau et la terre et de Lendemain de cendres. Et donc l'an dernier, vous aviez publié aux éditions Delcourt cet album, L'âme au bord des cheveux. Alors un titre qui nous paraît, nous, énigmatique, mais qui a une signification en khmer, puisque c'est l'équivalent d'être mort de peur. Et c'est l'expression, le sentiment qui a été le vôtre autour du 17 avril 1975, quand les Khmers rouges ont pris la cathédrale. Est-ce que vous racontez... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, la cathédrale, pardon. Merci, la capitale. Excusez-moi. Et ce que vous racontez dans cet album, c'est ce qui a conduit au 17 avril avec les suites de la guerre du Vietnam et l'arrivée jusqu'à donc la capitale de cette armée révolutionnaire et les réponses qui ont été tentées d'y apporter, ainsi que le travail de journaliste française et votre vie, puisque vous racontez aussi ce qu'était la vie d'un jeune homme à l'époque. Pourquoi d'ailleurs cela vous a intéressé, alors à la fois de revenir cette histoire, mais de revenir de cette manière-là, en vous intéressant à tout ce qui s'est passé jusqu'au 17 avril 1975, de raconter un pays au bord du précipice? Faut comprendre que quand je suis arrivé en France en mai, le 2 mai 75, très rapidement, avec mon frère, on a essayé de comprendre les raisons qui nous ont amenés à cette situation. C'est-à-dire que d'emblée, à 13 ans et demi, j'ai commencé à lire tout ce qui pouvait être publié dans la presse, dans les revues, sur cette histoire du Cambodge. Et très rapidement, je me suis aperçu que si on trouve des livres sur la guerre du Vietnam, sur la guerre du Cambodge et des événements, c'était quelque chose de beaucoup plus difficile et ardu. Et le temps passant, je me suis très vite rendu compte aussi que la majorité des gens ont une compréhension très vague et approximative de toute cette histoire. Et parce que j'ai traversé cette histoire, à un moment donné, je me suis dit, bon, il était temps de remettre à voir et à comprendre ce qui s'était passé. Et avec la distance, avec le temps, on pouvait se le permettre. Et à partir de 2009, avec Concombre amer, j'ai entrepris tout ce travail qui consiste à redonner à voir et à comprendre les événements des années 70. Donc je suis sur ce travail de transmission, compréhension d'un temps et de la mémoire.
l'une peut-être des explications qui explique que ce soit une histoire peu connue, est-ce que ce serait par les effets de surprise, de décalage, ce qui s'est vécu dans cette guerre et que vous racontez dès le début, un peuple qui est très religieux, très empreint de bouddhisme, mais en même temps qui peut se montrer dans cette guerre-là extrêmement violent, et on le voit ici avec cette image, à la fois avec les têtes, ce qui leur arrive, mais aussi avec ces croyances, et qu'on retrouve dans pas mal de peuples, d'aller manger des fragments du corps de l'ennemi ou de ses propres soldats pour se fortifier. Est-ce que ce décalage, cette incompréhension, cette surprise pourrait pour vous expliquer le fait qu'il a été difficile pour beaucoup de comprendre ce qu'était le Cambodge et les Cambodgiens? Non, ça n'a rien à voir. J'ai tenté. Ça n'a rien à voir, dans la mesure où la lecture des événements à l'époque a été beaucoup déformée par la lecture idéologique qui en a été faite, et notamment de toute la gauche française, de toute l'intelligentsia et tous les intellectuels qui ne voyaient les événements qu'au travers du prisme d'une gauche bien pensante, et qui n'a fait qu'aduler des gens qui ont passé leur temps à tuer les leurs. Donc il a fallu déconstruire toute cette histoire. Et parce que cette gauche ensuite s'est retrouvée mal à l'aise par rapport aux faits, elle a commencé à se taire, et de ce fait, personne n'en parlait. Donc la gauche française a fait beaucoup de mal à cette histoire, et il était temps de pouvoir rentrer dans les brancards, et c'est ce que je me suis permis de faire. Alors je reste quand même avec mon idée de décalage, parce que vous le racontez quand même au début du livre. C'est un pays dont l'imaginaire, et peut-être que là aussi c'est voilà, une tromperie a été faite. On associait plutôt une question de calme, une question de sérénité à ce peuple, et dans la manière dont la guerre s'est déroulée, il y a eu des violences extrêmes. Est-ce que ça aussi, pour vous, ça raconte quelque chose de notre regard, notre compréhension sur le Cambodge? Oui, alors, le Cambodge des années 50-60, qui va faire l'objet de mon prochain livre, lui transmet cette image d'un Cambodge paisible, apaisé, souriant et fabuleux. Et c'est en partie vrai, et c'est aussi en partie lié à la culture et à la communication qu'en a fait le prince Sihanouk du pays. Mais il faut savoir que par rapport à cet état de grâce, en périphérie, il se passait des choses beaucoup plus violentes. Et cette violence-là, elle est intrinsèque à la culture khmer, mais elle est aussi quelque chose qui a été imposé par les Vietnamiens, pas par les Américains. N'oublions jamais ça, même si les Américains ont une grande part de responsabilité par rapport à la déstabilisation de toute la région. Mais ce sont les Vietnamiens, et j'entends les Nord-Vietnamiens, qui ont amené toute la destruction dans toute l'Indochine. Et j'en veux encore aujourd'hui aux Nord-Vietnamiens de cette politique de destruction massive, et dont ils sont responsables. On viendra dans un instant effectivement sur la relation, le rôle des Nord-Vietnamiens, mais alors vous convoquez aussi pour comprendre quel était le regard qu'on pouvait porter sur le Cambodge pas mal de journalistes, je l'ai dit, pas mal d'auteurs aussi, dont lui, Gérard de Villiers, avec les SAS. Alors là, pour les plus jeunes dans la salle, SAS sont des romans de guerre, d'espionnage. Et alors là, on n'est pas du tout à gauche, idéologiquement, avec ce personnage aussi qui mêle un peu les images d'exotique, et puis quand même qui raconte quelque chose aussi des pays. Ici, c'était un roman paru l'année d'avant, en 1974, qui s'appelait Roulette cambodgienne. Pourquoi ils vous ont aussi intéressé à convoquer dans votre album ces romans-là, ces regards-là, qui portaient aussi un imaginaire du Cambodge et qui racontaient une réalité? Parce qu'encore une fois, je pense avoir quasiment tout lu sur ce qui a pu être publié sur le Cambodge, dont SAS, qui était publié à l'époque. Je l'avais acheté à la sortie. J'étais bien jeune. Et c'est un livre que j'ai lu, relu et archi-lu, et dont la qualité, le mérite, est de redonner à voir un contexte historique à travers une fiction, enfin des moments de fiction évidemment, mais tout ce qu'il raconte repose sur une étude de terrain, sur une étude très au fait. Et pour ça, ce n'est pas un travestissement du réel. Et il a le mérite de recontextualiser, de redonner à voir, malheureusement, toute cette page de l'histoire. Et les gens l'oublient, mais c'est un très bon roman. En plus. Absolument. En plus, ça. Et qui vous a servi aussi, du coup, pour comprendre l'un de vos pays? Non,
non, je rappelle ça pour rappeler aux nouvelles générations et aux anciens, évidemment, que des gens avaient les yeux grands ouverts à l'époque déjà, voyaient ce qui se passait. On n'en a pas tenu compte parce que Gérard de Villiers n'était pas une personne liée à l'intelligence de gauche, c'était quelqu'un plutôt de l'autre bord. Et au travers donc d'une fiction un petit peu salée par rapport aux enjeux éroticaux, évidemment, mais ce livre raconte un vrai moment de l'histoire. Et pour ça, les romans de Gérard de Villiers, ma foi, s'ancrent dans un réel qui ne cache pas les choses et qui est souvent très pertinent. On l'oublie, mais c'est à lire. Voilà, mettez ça sur votre liste de lecture, malgré tout. Vous l'avez dit, ce qui s'est passé, la destruction en place, elles sont en partie liées à une partie des Vietnamiens. Et c'est là, je voudrais que vous nous recontextualisez un petit peu cette époque. Le Cambodge a donc pour voisin le Vietnam en guerre, la guerre d'Indochine, puis la guerre du Vietnam jusqu'en 1973. Le Cambodge est-il entré... Voilà, 75, pardon. Oui. Le Cambodge est-il entré en guerre justement dans cette fin de guerre du Vietnam, quand des Nord-Vietnamiens ont essayé d'embrigader les régions et les pays autour pour des raisons logistiques. Ça pouvait être des zones frontalières de repos et repartir à la guerre, mais aussi pour essayer d'étendre le conflit. En fait, les Nord-Vietnamiens avaient besoin et du Laos et du Cambodge pour acheminer dans le sud du Vietnam leurs troupes et toute l'infrastructure pour faire la guerre au régime du Sud-Vietnam. Et donc, avec le temps, c'est quelque chose qui a commencé à partir des années 50, ils ont commencé à utiliser les territoires laotiens et cambodgiens, et plus le temps passait, évidemment, et plus leurs troupes prenaient racine dans leur base et dans ce chemin qui mène au sud. Mais comme toute chose qui dure et qui perdure, ces troupes ne faisaient pas que traverser des régions, elles le faisaient évidemment, mais sur place, les soldats toujours plus nombreux avaient besoin de se nourrir et ça a engendré beaucoup de complications parce qu'ils achetaient donc toute la production agricole des paysans qui trouvaient leur intérêt à vendre aux Nord-Vietnamiens 3 fois plus cher ou même plus leur production plutôt que de vendre à l'État. Et donc, c'est quelque chose qui a déstabilisé toute la région, petit à petit, mais toujours plus, chaque année. Et en 1969, le Cambodge s'est retrouvé quasiment devant, enfin Sihanouk, devant un gouffre, parce que quand bien même il avait autorisé les troupes nord-vietnamiennes de venir traverser le Cambodge, il a bien vu que cette situation n'était plus tenable. Et le premier à avoir contacté les Américains et demandé aux Américains de venir bombarder les bases nord-vietnamiennes et Vietcong au Cambodge, c'est Sihanouk, c'est personne d'autre. Ils se comportaient comment, les Nord-Vietnamiens, avec les populations locales, ou plus exactement, comment les populations locales adhéraient, résistaient à la présence nord-vietnamienne, parce que ça fait aussi un lieu pour les futurs révolutionnaires khmers de formation militaire et formation idéologique. Oui, alors, évidemment, les Nord-Vietnamiens accueillaient les révolutionnaires cambodgiens du Parti communiste et leur offraient donc des bases et des zones d'entraînement. Mais il faut savoir qu'au début des années 70, il n'y avait que quelques milliers de Khmers rouges, ça n'allait pas très loin. Mais ils étaient là sous la protection de ces Nord-Vietnamiens que le prince Sihanouk chassait à longueur de temps. Ça, il faut le savoir. Et ils détruisaient tout, parce que vous avez parlé de question de la destruction de tout, c'est-à-dire des gens, mais surtout, et aussi des organisations sociales, familiales, religieuses. À quel moment ça commence ? En fait, ça ne vient pas avec les Vietnamiens. Les Vietnamiens, quand ils sont là, ils ne font que revendiquer un espace pour pouvoir être protégés des bombardements, de la guerre et se reposer. Ce sont des espaces qui sont dédiés à ça. Ils ne faisaient pas la guerre. Mais les Khmers rouges, petit à petit, quand ils ont eu besoin d'embrigader encore et plus leurs soldats et faire leur société, ça vient après 70. Donc au moment où le parti a besoin d'avoir des soldats qui obéissent au doigt et à l'œil.
Et la population locale, comment est-ce qu'elle vivait dans ces zones qui commençaient à être contrôlées par les Khmers communistes révolutionnaires, entre ce qu'ils pouvaient produire et ce dont ils pouvaient nourrir, et puis les violences qu'ils pouvaient exercer? Alors tout ça vient dans un terreau où il y avait évidemment le roi qui était vu comme une personnalité divine, de droit divin. On ne s'attaquait pas au roi, et c'est sur cette ambiguïté qu'a joué Sihanouk quand il a rejoint en définitive le Parti communiste cambodgien, parce qu'il avait besoin d'alliés pour pouvoir survivre, vu qu'il a été destitué au Cambodge en mars 70, pardon. Et à partir de là, il s'est fait donc l'allié de toute cette population rurale qui le vénérait. Et cette population rurale qui vénérait le roi, pour défendre le roi, est allée dans les bras du Parti communiste khmer, qui, eux, donc, en ont fait des soldats, des machines à tuer. Ça, c'est une autre histoire, oui. Mais votre famille, elle était loin de ces zones frontalières, elle était notamment dans la capitale. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre famille? Et puis pour vous aussi, jeune garçon de 10 à 14 ans, de vivre dans cette première partie des années 70, dans ce Cambodge-là, à la fois en partie en guerre, mais loin de la guerre? Pas loin de la guerre, parce qu'en 70, au moment où donc, la destitution, du prince Sihanouk s'est faite en mars, très rapidement, sans déclaration de guerre, les Nord-Vietnamiens et Les révolutionnaires khmers. Oui, eux aussi, mais les Viet Cong, pardon, je cherche le terme. Les Nord-Vietnamiens, les Viet Cong et une partie du PCK, évidemment, ont attaqué le gouvernement central. Donc sans déclaration de guerre, et en quasiment 2 mois de combat, ils étaient à quelques kilomètres de Phnom Penh. La guerre est arrivée très vite. Les scènes que je garde en mémoire à ce moment-là, on habitait près du stade olympique. Le stade olympique est devenu très rapidement un centre militaire. Et donc, je me rappelle d'après-midi où il fallait calfeutrer toutes les fenêtres avec du scotch. Il y avait aussi des balles qui partaient de façon aléatoire et qui finissaient dans les rambardes des fenêtres de la maison. Toute une ambiance un peu folle pour des enfants que nous étions, parce qu'il y avait les Américains. Les Américains, c'était des réserves de... on avait accès à leur cantine, enfin à leur alimentation, leurs produits. Oui, leurs produits. Donc c'est là où j'ai découvert les gâteaux, les biscuits salés, le fromage, enfin bref. C'est une période, entre guillemets, rigolote, mais pas tant que ça, parce que très rapidement, on entendait les bruits de bombardements, de combats. Très vite, les combats se sont invités dans Phnom Penh à travers des sapeurs vietnamiens qui ont attaqué la Pochentong. Enfin, donc, on a été de plein pied dans la guerre très rapidement. Et donc, ça a été une période très, très tendue, où, entre les bombardements aveugles des communistes sur Phnom Penh et des attentats, parce qu'il y en avait énormément, on risquait très vite d'y perdre quelque chose. Mais ça, c'est en 75, mais les années... 70 70, dès 70. Dès 70. Ouais. Ah non, 5 ans de guerre au Cambodge, ça n'a pas été de tourpeau, non. Ouais. Et dans un pays que vos parents ont adoré, ont aimé, vous revenez évidemment sur leur rencontre sur une plage française, leur installation là-bas, votre naissance, et finalement le mot qui revient à plusieurs reprises pour les décrire et décrire leur vie à l'époque, c'est le mot de joie. Alors évidemment aussi quand vous apparaissez dans la famille, mais c'était ça aussi leur relation, c'était une relation d'amour entre eux, une relation d'amour pour ce pays, le pays de votre père. J'imagine. Mon père croise donc ma mère sur une plage de Nice quelques années avant, donc dans les années 57 de mémoire, 56, 57. Et ma mère y était en vacances. Ma mère qui venait de la Haute-Marne, qui était donc une jeune fille mineure à l'époque, elle avait 18 ans. La majorité, c'était 21 ans. Et ça a été un coup de foudre, parce qu'ils se sont vus une après-midi. Je ne suis même pas sûr qu'ils se soient bien recroisés le lendemain.
Et un mois plus tard, les parents de ma mère recevaient, donc mes grands-parents recevaient une demande en mariage très formelle de mon père. Et c'est parti. Et c'était complètement fou. À l'époque, oser partir comme ça à l'autre bout du monde, dans un pays où on mettait en avion 2-3 jours pour y arriver, il fallait le faire. Il n'y avait pas Internet. Mais c'est un pays que votre mère aussi a découvert et a aimé Oui, beaucoup. complètement. Super bien accueilli par la famille de votre père et se plaisant dans ce pays. Oui, à part une ou deux vacances, donc elle est très peu revenue en France pendant toutes ces années. Elle a passé toute sa période adulte, jeune adulte, au Cambodge. Et dans ces années-là, évidemment, vous racontez aussi des tranches de vie du petit garçon que vous étiez. Alors, la naissance, je ne sais pas ce que ça fait pour un auteur de s'imaginer, de se dessiner dans le premier jour de sa vie. Vous pouvez peut-être nous répondre aussi sur cette question-là. Mais est-ce que l'album était aussi, et tous vos albums sont aussi pour essayer de retrouver des moments heureux de votre enfance, de les restituer, de les dessiner? Tous, non, c'est le premier album où j'ose évoquer quelque peu une certaine dimension donc autobiographique dans le cadre de cette histoire. C'est la première fois que je le fais, mais ça fait 30 ans que j'y travaille, que j'y réfléchis, et ça a été un pas difficile pour moi dans la mesure où en Asie... C'était des fictions, les précédents. Oui, avant c'était un travail où je mets une fiction dans un cadre historique que je maîtrisais, donc que je redonnais à voir. Mais très rapidement, je me suis aperçu qu'en définitive, la seule chose que je traitais qui m'intéressait, c'était l'histoire du Cambodge et les événements qui ont amené à cette destruction. Donc je me suis davantage et plus focalisé dessus. Mais d'emblée, depuis le début, on me réclamait, enfin les éditeurs et autres, me réclamaient une part d'autobiographie. Mais cette dimension qui consiste à se mettre en avant a été un long chemin parce que en Asie, il n'est pas bon de se mettre en avant, c'est une chose qui ne se fait pas, c'est obscène. Donc il a fallu un long travail sur moi pour arriver à ce stade-là. C'était plaisant ou c'était un vrai défi? C'est un vrai défi, ça continue à être un vrai défi. Le prochain livre sera une autofiction avec encore une fois une part de ce passé qui revient, que je remets en jeu et en scène. À chaque fois, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail, oui. Et pour le dessin, parlons un peu technique, je l'ai dit, voilà, vous dessinez dans cet album sur le premier jour de votre vie. Est-ce que là aussi, il y avait un jeu dans la manière de vous imaginer, de vous dessiner, vous, l'homme adulte, dans le premier jour de votre vie? On replonge dans des photographies qui existent de l'époque. La grande chance que nous avons eue, c'est que donc, ma mère renvoyait à ses parents des photos de tout ce qu'elle pouvait de ce moment-là. Et donc, quand on est arrivé en 1975 en France, on est arrivé avec pas grand-chose, un baluchon, mais grâce aux envois qu'avait fait ma mère, donc il y avait tout un pan de cette histoire qui était conservé à Saint-Dizier, là où vivaient ses parents. Et donc, grâce à ça, on a pu conserver des traces de ce passé. Et il faut s'immerger, revenir dessus, essayer de voir ce que ça a pu être, oui. Et c'est cette enfance qui vous a éveillé au goût du dessin, qui vous a fait dessinateur et raconteur d'histoire? Est-ce que c'est là qu'est née la vocation? La vocation, elle est née avant même de savoir si j'allais parler français ou khmer. C'est-à-dire que quand je suis né, très rapidement, ma mère m'a toujours dit que pour m'occuper, elle me donnait entre les mains des journaux qu'elle recevait de ses parents, Tintin et Spirou. Et très vite, j'ai eu cette fascination de l'image que je mangeais littéralement, au sens propre, hein, comme tout bébé qui se respecte, j'imagine. Et cet amour pour ces images coloriées ou pas n'est jamais parti. Cette enfance aussi, est-ce que c'est là où vous êtes devenu français? Je le rappelle, mère française, père cambodgien. Est-ce là aussi qu'il a à un moment fallu se poser la question, notamment parce que jeune homme, il y avait l'hypothèse de l'enrôlement dans l'armée, la conscription qui commençait à se poser? Ça ne s'est pas posé de cette manière-là. Je veux dire que quand mon frère est né, mon père a dit celui-là, on va l'appeler Pitanara et on va le mettre à l'école cambodgienne. Moi, quand je suis né, il ne savait pas comment m'appeler et c'est un bonze qui m'a donné mon prénom. Mais ma mère a dit celui-là, il est pour moi, je vais le mettre à Descartes, le lycée français. Et je me suis retrouvé donc dans un cursus, une scolarité française d'emblée.
Et c'est comme ça que j'ai tracé mon chemin entre une culture française, un apprentissage de la langue française à l'école, immergé dans une culture khmer, le pays où je suis. Ça n'a pas été sans mal, parce qu'à l'époque, quand vous étiez à l'école, dans une école française à l'étranger, on vous apprenait qu'il y avait 4 saisons dans la vie. Et ça, c'était un paradoxe que je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi on m'apprenait une telle chose, vu qu'au Cambodge, je ne connaissais que 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Et partant de là, c'est dans la bande dessinée que j'ai trouvé écho à ce que l'on m'enseignait, et j'ai réussi à ne pas devenir fou. Quand on vous disait que nos ancêtres étaient des Gaulois, j'avais beau regarder autour de moi, des Gaulois, j'en voyais pas. Et quand je voyais la représentation, quand on faisait aussi de la bande dessinée des Asiatiques, je ne comprenais pas ce côté bridé et caricatural, avec une peau jaune citron. Autour de moi, c'était pas ça. Donc, pour ne pas perdre la boule, si j'ose dire, j'ai passé toute ma vie en lutte contre l'éducation nationale, en venant à l'école avec des bandes dessinées, parce que j'affirmais par là que c'était pour moi une manière de garder les pieds sur terre. Et je finissais toutes mes journées chez le directeur parce que les bandes dessinées étaient interdites. Voilà, c'était très mal vu. Si vous lisiez de la bande dessinée, vous étiez forcément un cancre. Donc, toute ma vie, j'ai combattu l'éducation nationale. Je hais l'éducation nationale. Je comprends. Je comprends. Je reviens sur 70-75 avec la guerre qui s'approche de Phnom Penh. Quand la guerre s'est rapprochée de la capitale, il y avait la possibilité, puisque vous étiez en partie français, de quitter le Cambodge, de partir avec les avions français, ce qui est arrivé à plusieurs de vos amis, plusieurs de personnes autour de vous, certains que vous avez pu retrouver plus tard en France, mais partir ou fuir, je ne sais pas quel verbe faut-il prendre. Ce n'est pas ce qu'a fait votre famille. Comment vous le comprenez sur ce premier temps de l'approche de la guerre de Phnom Penh? Alors, je ne suis pas rentré dans les détails dans le livre, ça aurait pris peut-être trop de place, peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas. Mais en fait, en 1974, les bombardements sur Phnom Penh par les Khmers rouges étaient tellement intenses que les écoles khmères avaient fermé. Et donc mon frère et ma sœur, en janvier, sont partis, ou même avant, sont partis poursuivre leur scolarité, mais en français, donc en France. Et moi, j'étais resté au Cambodge parce que les lycées Descartes continuaient à être ouvertes. Et février-mars, par contre, là, ils ont à nouveau fermé. Et donc, pour poursuivre mes études, à ce moment-là, à partir de mars-avril, je ne sais plus exactement, je suis parti aussi en France. Et nous sommes revenus en septembre 1974, à nouveau au Cambodge. Devant les événements, évidemment, qui montraient une fin assez rapide du gouvernement cambodgien, mon père a fait le pari d'une nouvelle entente entre Cambodgiens. Et donc, il ne pouvait pas croire qu'un tel antagonisme entre la ville et la campagne puisse exister. C'est quelque chose qui est lié à, j'imagine, ses fréquentations, parce que mon père était aussi un personnage public très ancré dans la vie au Cambodge, qui avait des liens avec l'autre bord aussi. Et il a été certainement intoxiqué par toute la propagande qui en a été faite, et qui a affirmé qu'une fois la paix revenue, tout le monde allait pouvoir repartir, si je veux dire, à zéro à nouveau. Donc, il ne pouvait pas croire tout ce qui allait arriver. Il ne pouvait pas croire que tout ce qui s'était passé auparavant au Cambodge, quand les Khmers rouges prenaient une ville, ils la vidaient systématiquement. Mais on pensait que c'était quelque chose qui était lié à une attitude de guerre, une situation de guerre qui exigeait que... Mais il se trouve que les Khmers rouges ont continué à poursuivre cette même logique. Alors je vous montre une image suivante qui est un moment de, je sais pas comment on peut dire, de désorganisation dans Phnom Penh. De liesse. Oui, mais de liesse, mais aussi d'incompréhension. Voilà, qui sont ces soldats habillés en Khmer, je précise bien habillés en Khmer, et qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette scène de ce moment où les Khmers rouges sont en train de gagner la guerre, de gagner la capitale, et on ne sait pas trop qui est qui finalement? En fait, donc, au 17 avril 1975,
Il y a une grande confusion qui s'instaure dans la capitale parce qu'il y a un groupe de gens, habillés ou non en noir, qui, avec la bannière que l'on voit, oui c'est celle-là, euh, prennent donc certains axes de la ville. Mais ce sont de vrais faux révolutionnaires qui étaient à la solde du frère du président de la République de l'époque, le maréchal donc Lonnel qui était parti. Le frère c'est Lon Non et qui voulait donc prendre le pouvoir au Khmer Rouge en définitive. Et donc les gens ne savaient pas trop ce qui se passait, mais tout le monde parlait de paix et donc tout le monde ne jurait que par ce mot. C'était la paix qui arrivait et on ne savait pas trop ce qu'il allait en être. Sauf que rapidement, ça a évidemment commencé à mal... Très vite. Voilà, très vite à mal tourner. Avec votre famille, vous êtes dirigé vers l'ambassade de France. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, cette ambassade? Quel espoir pouvait-il y avoir à ce moment-là pour vous et pour votre famille? L'ambassade de France, au début, nous avait conseillé de rester chez nous. Elle ne voulait pas voir les gens affluer vers le lieu. C'est ce que l'ambassade avait répondu au téléphone donc, à mes parents. On y est allé parce que dans la fin de matinée, dans l'après-midi, donc quand les Khmers rouges, une jeep avec des Khmers rouges habillés en vert, pas en noir, se sont pointés donc devant notre maison. Ils se sont entretenus avec mon père et très vite, il a fallu à ce moment-là rejoindre l'ambassade parce que c'était le seul lieu où les étrangers étaient autorisés à se retrouver. Pas à l'hôtel Le Phnom comme pensaient les uns les autres au départ, mais bel et bien à l'ambassade de France qui était le seul et dernier lieu où une telle chose était envisagée. Qu'y avait-il dans l'ambassade de France quand vous y étiez qui a conduit à ce que les Khmers soient autour de l'ambassade et demandent à ce qu'une partie des hommes la quittent? Dans l'ambassade de France, il y avait déjà, pour commencer, tous les étrangers encore présents, les Anglais, les Australiens, quelques Américains. Et donc, tous ces gens-là qui travaillaient pour des ONG, pour les journalistes, ont trouvé donc dans l'ambassade refuge. Après, beaucoup de Cambodgiens ont essayé d'y trouver refuge parce que ce sont des gens qui, ma foi, ou se sont battus pour la France dans les premières ou deuxième guerres mondiales, ou qui ont été des gens qui ont participé à la présence et à l'essor de la France. Mais tous ces gens-là, parce qu'ils étaient cambodgiens, ont été refoulés très rapidement. Quelques-uns ont réussi à forcer un peu le passage et à se retrouver dans l'enceinte de l'ambassade, mais tous, au fur et à mesure des jours, très rapidement, le deuxième jour ça a commencé, etc., les Khmers rouges ont exigé que tous les Cambodgiens, tous les étrangers qui n'étaient pas donc liés à l'Europe en définitive, soient sortis de l'ambassade, de l'enceinte de l'ambassade. Ce qui s'est produit et comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que tout simplement déjà les autorités de l'ambassade avaient le choix d'une alternative autre que celle de faire partir ces hommes, dont votre père? Les autorités françaises de l'époque, ma foi, n'étaient pas des autorités très... C'était même pas un consul qui était en charge de l'ambassade, c'était un vice-consul qui venait de Sihanoukville. Le consul de l'ambassade de France était parti 2-3 jours avant par les derniers avions. Et donc, ce n'étaient pas non plus des personnes très à même de prendre en charge une telle situation aussi tendue et aussi... tendue, il n'y a pas d'autre terme. Donc, ce sont des gens qui ont essayé de composer avec les nouvelles autorités, les Khmers rouges, qui ne voulaient pas respecter, qui ne reconnaissaient pas la notion de territoire extraterritorial et qui voulaient imposer, ma foi, leur desiderata. Après, il fallait bien composer parce que l'ambassade allait aussi dépendre d'eux pour le ravitaillement. Et donc tout ça a donné lieu à beaucoup de conciliabules, si j'ose dire.
Mais grosso modo, pour faire simple, les Français n'ont fait que obéir au Khmer Rouge. Et comment ça vous a habité dans les années qui ont suivi? Parce que c'est la raison pour laquelle vous avez perdu votre père, le fait qu'il n'ait pas pu rester dans l'ambassade et partir avec votre mère et vos frères et sœurs en France. Et ça hante évidemment vos albums. Oui, mais bon, mon père, en cambodgien, en bon cambodgien, n'avait pas peur d'ouvrir une nouvelle page de sa vie. Il y est allé sans... Pas de protestation dans votre album quand ils partent tous. Ouais. Non. Mon père n'a aucunement élevé la voix. Il a acté et il a pris son baluchon et il est parti avec toute sa dignité. Donc, mais c'est quelqu'un, je vais mettre plus de 30 ans pour retrouver sa trace et faire la paix aussi avec cette part de l'histoire. Alors, voilà, j'aurais à la fois en racontant cette histoire et en racontant aussi votre dessin poursuivre. Ici, c'est une très 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 longue marche que vous avez tous entrepris en ces 450 km. D'ailleurs, un bébé n'y a pas survécu. C'est cette histoire que vous racontez, voilà, sortir de l'ambassade pour essayer d'être évacué en dehors du Cambodge. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous interroger sur la part graphique de vos albums, parce que alors pour les personnes qui étaient là au début de la rencontre, je parlais de la trilogie dans laquelle vous commenciez à raconter cette histoire et notamment d'après du génocide du Cambodge. C'est des albums qui étaient vraiment marqués par des couleurs très sombres, très noires. Celui-ci me paraît plus lumineux. Comment vous pensez les couleurs par rapport à cette histoire, par rapport à ce Cambodge, une histoire très sombre et un Cambodge qui, lui, est très lumineux. D'ailleurs, quand vous êtes revenu des années plus tard, c'est aussi le soleil du Cambodge qui vous marquait, que vous racontiez dans un film que vous avez consacré Céline Dréan. Alors, la trilogie que j'avais initiée donc, en 1995 avec Un passé rouge, durant toute cette époque, j'étais très heurté de plein fouet encore par cette histoire. C'était donc une période très difficile, très noire. Et tout ce que je voyais ne s'exprimait qu'au travers de cette noirceur. Et puis à partir de L'eau et la terre, en 2005, j'arrive à retrouver les traces de mon père et j'arrive à être en paix avec cette part de l'histoire. Et à partir de ces années-là, oui, ma palette a beaucoup changé. Je m'appuie pour raconter, pour redonner à lire cette histoire sur les documents que j'arrive à trouver sur cette période donc de l'histoire du Cambodge. Il faut savoir qu'il n'existe aucun livre de photographie qui parle de la guerre de 70, qui parle de cette page de l'histoire. Donc ça a été un travail de recherche iconographique, de traces que je réinvestis, que je redonne à voir avec cette distance aussi que permet le temps et ce temps apaisé que j'essaye donc de mettre en avant. Vous dites qu'il n'y avait pas de livre de photos et pourtant il y a pas mal de photographes dans votre album L'âme au bord des cheveux, parce que s'il y a quelques livres, comme on l'a vu tout à l'heure avec le SS de Gérard de Villiers, vous convoquez dans votre récit beaucoup de photographes, notamment de photographes et de journalistes français qui ont raconté cette guerre. En voici ici un. C'est Jean-Christian Tira qui fait d'ailleurs son apprentissage. Comment eux, ils vous ont servi aussi, alors je ne vais pas revenir à l'histoire d'un instant, mais graphiquement, visuellement, à dessiner cette époque. Alors, Jean-Christophe Tira, c'est quelqu'un que j'ai découvert en cours de route, si j'ose dire. En faisant cet album, j'ai été contacté par ce photographe qui a été connu au travers de quelques clichés, mais il est arrivé fin décembre 1974 et il est resté jusqu'au début 1975. Mais il a fallu qu'il aille à Bangkok chercher des pellicules. Il s'est retrouvé à court très rapidement et à partir de là, il n'a pas pu revenir. Donc c'est quelqu'un qui a eu un bref moment dans ce Cambodge, mais qui a eu quelques photos publiées dans Paris Match notamment, mais qui malheureusement n'a pas pu revenir. Mais j'ai fait sa connaissance à ce moment de ce travail. Ça a été une belle rencontre. Je l'ai vu, il vit en Roumanie aujourd'hui et je l'ai vu l'année dernière. C'était un bon moment. Et pourquoi ça vous intéressait de le raconter lui et quelques autres dans ce Cambodge quand vous y étiez, quand vous en êtes parti? Parce que j'essaye de
redonner à voir une situation complexe, avec des acteurs qui ont été, qui ne sont plus, et certains ont laissé ou non une trace. Et c'est une course au travers des fantômes que je mène. On va parler de Paris Match, je suis désolé, c'est pas l'image que l'on a, c'est Newsweek avec une une aussi que vous avez dessinée dans votre album. Là aussi, qu'est-ce qu'elle raconte cette une? Parce que finalement, la guerre du Cambodge, elle a quand même aussi fait plusieurs fois la une visuelle, la une de l'actualité des principaux magazines du monde, au moins d'Occident, ici Newsweek étant un grand magazine américain. En fait, à travers donc tout ce travail sur la mémoire, je redonne à voir un grand nombre de unes de journaux qui ont consacré leur sujet à la guerre du Cambodge, et notamment cette une du Newsweek qui annonçait que à partir de là, donc ces années 70, la guerre devenait une guerre indo-chinoise en tant que telle. Donc d'emblée, ils avaient bien vu cette dimension entre guillemets locale de cette guerre qui se développait. Et ont-ils fait des photos qui vous ont permis aussi de raconter un Cambodge que vous ne connaissiez pas, c'est-à-dire notamment la question du front, ce qui se passait au front dans les combats, puisqu'on voit des photos et des fois vous êtes inspiré pour certains dessins. Je vais donc me servir de toute cette documentation pour, encore une fois, traduire une époque. Ce que je reproche souvent aux bandes dessinées historiques, c'est que aujourd'hui on met en scène des choses, ok, mais si on n'en a pas une certaine idée, une certaine proximité, si on n'a pas une certaine proximité avec les événements, c'est difficile de mettre en scène des choses. Par exemple, j'aurais bien du mal à mettre en scène des séquences avec des chevaux parce que j'ai une peur bleue des chevaux. Par exemple, il faut aimer les chevaux pour faire un bon récit de western. Oui, mais rassurez-moi, il ne faut pas aimer la guerre pour bien dessiner la guerre. Non, mais il faut l'avoir un petit peu vécu pour arriver à comprendre ce que c'est que la guerre. Et ça, les gens ont bien du mal à saisir. Là, dans ce Cambodge de cette guerre, de cette période, avoir la main au bord des cheveux, c'est être pété de trouille. Et tous, beaucoup l'ont oublié, mais quand les événements arrivent, tout le monde se faisait dessus devant la Khmer Rouge. Les Khmer Rouges, quand vous voyez les fictions qui se font aujourd'hui, les dernières fictions, j'entends le temps des aveux, etc. Les Khmer Rouges sont habillés en noir, certes, mais ils sont tout propres. Mais un Khmer Rouge, moi j'en ai croisé donc au 17 avril 1975, ils sortaient des marais, ils puaient, ils sentaient pas bon, leurs vêtements n'étaient pas repassés, et c'était tout sauf quelque chose de lisse qui arrivait. Aujourd'hui, on oublie ça les trois quarts du temps. Et c'est malheureux à dire, mais encore une fois, être dans cette période, c'est... je veux dire, quand vous croisez des jeunes soldats, bon, ok, ils sont jeunes, mais ce sont des gens qui ont été très vite entraînés à manier des armes, qui sont tous sauf des figures douces et gentilles. Donc, c'est tout ça la réalité de la guerre. Et comment la représenter, puisque votre art convoque le texte et l'image? Quelles questions vous posez? Ici, évidemment, une explosion, mais quelles questions vous posez de savoir quoi raconter, jusqu'où raconter ce qui est de la violence de la guerre, puisque vous l'adressez, cet album, à des lecteurs, donc à un large public? Oui, c'est une sacrée question qui me taraude à chaque fois que je prends le crayon et que je mets en scène des choses. Une explosion, c'est quelque chose de terrifiant, c'est quelque chose de fascinant, c'est très ambigu. Pour avoir échappé à plus d'un bombardement, j'en ai un ressenti physique. Et quand j'exprime ces choses-là, j'essaye, au travers de ce que j'ai pu ressentir, le transmettre dans la ligne et le dessin, oui. C'est-à-dire qu'il y a une part douloureuse chez vous de réactivation de ces souvenirs quand vous le dessinez? Il ne faut pas faire semblant. Donc, s'il faut rouvrir une plaie avec un cutter, je le fais, oui. Une autre image, toujours avec cette question jusqu'où représenter, que représenter de la guerre. Et là, voilà, je voulais que vous aussi vous entendre sur la manière dont vous composez vos planches, dont vous composez votre histoire, comment elle
émouvante pour vous une bande dessinée? Elle part sur des documents, et donc ici, pour raconter une séquence pareille, j'essaye de m'appuyer sur plusieurs documents de l'époque que je recombine, que je recompose, et qui, ici, me replonge dans ce moment où les Khmers rouges donc, invectivaient les populations à quitter leur maison, et pour ce faire, ils tiraient dans l'air, ils tiraient à la Kalachnikov ou ici là, avec un Browning, mais c'était donc un moment très, très, très violent, et tous les gens étaient soumis à ces ordres, donc on y allait, mais la tête baissée. Je montre d'autres images aussi, des images émouvantes, parce que c'est ça aussi que vous avez essayé et que vous avez, à mon avis, réussi aussi à capter dans cet album. C'est, voilà, vous venez de le rappeler, hein, l'âme au bord des cheveux, l'expression que vous avez donnée en titre de votre album, c'est notre équivalent d'être mort de peur. C'était ça aussi qui vous intéressait, c'était comment la population qui n'y est pour rien finalement vit ça dans son regard, dans ses émotions. Alors là, c'est une photo que j'ai découvert en faisant l'album, et une photo que je n'avais jamais vue éditée nulle part ailleurs. Et c'est une séquence qui se passe dans l'ambassade de France, où donc des gens se disent au revoir, se quittent de façon définitive. Et ce sont des moments très, 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 très déchirants. Mais il y a encore beaucoup de documents qui n'ont jamais été publiés et que j'ai redécouvert encore il y a 15 jours. Et je vais continuer à faire un travail sur ces images parce que l'année prochaine, c'est le 50e de la chute de Phnom Penh. Il ne faut pas l'oublier. Ah oui, ah oui. Une dernière image aussi pour montrer la manière dont s'invente un dessin chez vous. Oui, ça c'est une combinaison de plusieurs documents qui remet en perspective un peu ces moments où effectivement donc, les bons sont souvent spectateurs, mais ne participent pas non plus directement au quotidien des choses. Vous avez parlé beaucoup effectivement de la documentation qui vous est essentielle pour dessiner. Il y a évidemment aussi, vous l'avez dit, vos souvenirs, votre expérience et l'imaginaire du raconteur d'histoire. Qu'est-ce que vous en faites pour agencer tous ces morceaux-là ensemble et puis aussi raconter le fil narratif que vous souhaitez raconter? En fait, beaucoup de ces séquences puisent dans le vécu de cette guerre que j'ai eue. Donc, pour avoir vu des personnes agonir dans la rue et secourues par les gens, c'est toutes ces choses-là que je redonne à voir en définitive. Ça a été 50 guerres non-stop, et quand vous êtes jeune, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Voilà, ça s'appelle L'âme au bord des cheveux. Est-ce qu'à votre tour, pour les minutes qui nous restent pour cette rencontre, vous souhaiteriez poser vos questions à Serra? Que vous ayez lu ou non l'album. Souvent une première personne qui est voilà, au milieu de la salle. On va vous apporter un micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour. Alors, le prince Norodom Sihanouk avait fait l'école de cavalerie de Saumur au point de vue formation militaire. Et si vous lisez Le Canard enchaîné d'une certaine époque, c'était un honorable correspondant du Canard enchaîné. Oui, certainement, oui. Oui, puisqu'il y avait des... Il faudrait regarder dans les archives du Canard, mais vous retrouverez des écrits du prince Norodom Sihanouk. Je n'en doute pas. Merci à vous. Une autre question, intervention? Écoutez, je vous propose alors de nous arrêter ici. L'âme au bord des cheveux, c'est donc le titre de l'album que vous avez fait paraître l'an dernier aux éditions Delcourt et qui a été récompensé par le prix Histoire des Galons de la BD. On parlera dans un instant du Grand Prix avec Reynald Pénissier et Titoine. Je ne peux pas m'empêcher, parce que vous rappeliez que l'année prochaine sera évidemment une date importante par rapport aux 50 ans de l'accession au pouvoir des Khmers rouges. Comment vous, cette fois-ci en tant qu'auteur de bande dessinée, comment vous l'approchez cette date? Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Alors, comme auteur de bande dessinée, je travaille sur un nouveau récit qui réinvestit le Cambodge des années 50-60. Je reviens en arrière
Mais le livre ne sera pas prêt pour avril prochain. Malheureusement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ce sera pour un peu plus tard. Non, en tant qu'artiste, je veux marquer ce moment évidemment de l'histoire. Et a priori, je suis en train de caler tout ça, mais je vais avoir une exposition au Cambodge à l'Institut français en mai 75, enfin en mai, pardon, 75, 2025. 2025, excusez-moi. Peut-être 75 après, mais c'est encore un peu loin. Qui rappellera donc le 1975. Et puis, là encore, on est en train de le finaliser, une très grande exposition qui va se tenir à l'UNESCO, mais en décembre 2025. Donc, il y aura un certain nombre de moments et de gestes historiques que je vais entreprendre, mais on est en train de caler toutes ces choses. Parler de l'Institut français au Cambodge, mais en dehors, voilà, ce qui s'adresse à tout le monde, mais voilà, qui est un institut français, que les Cambodgiens, est-ce qu'ils vous lisent, est-ce qu'ils accèdent à vos bandes dessinées, puis si oui, comment est-ce qu'ils vous lisent? Oui, j'ai eu le plaisir de croiser beaucoup de jeunes qui sont francophiles déjà pour commencer, parce que les livres n'ont pas été encore traduits ni en anglais, même si on en discute, mais ce n'est pas encore fait, ou en cambodgien, qui ne cessent de me remercier pour tout le travail que je fais, qui leur éclaire un peu leur histoire, parce que malheureusement, encore une fois, trop peu de gens ne comprennent ni ne connaissent cette histoire. Même au Cambodge. Surtout au Cambodge. Surtout au Cambodge, ah oui. Autant qu'ici. Merci beaucoup, C'est Serra, moi qui vous remercie. de nous parler de l'âme au bord des cheveux. Merci à vous.